Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Une fois n'est pas coutume, le sommet européen s'est ouvert ce soir dans un climat plutôt positif après les succès obtenus quelques heures plus tôt sur l'aide à la Grèce et la supervision des banques de la zone euro. C'est une bonne journée pour l'Europe, a déclaré François Hollande. Seule ombre au tableau, la crise politique en Italie qui s'invite au sommet. Les partenaires européens s'inquiètent du retour du cavaliere, le sulfureux Berlusconi. Le rejet est catégorique. La CGT et Force ouvrière de Florange dénoncent l'accord conclu entre l'État et Mittal et claquent la porte du comité central d'entreprise. Le bras de fer entre direction et syndicats s'était déjà matérialisé ce matin dans les médias, tandis que Lakshmi Mittal affirmait dans une interview au Figaro que le site de Florange perd de l'argent. Le Républicain lorrain publie un document interne affirmant exactement l'inverse. C'est une visite d'État que le président français a préparée avec soin. La semaine prochaine, François Hollande se rendra en Algérie. Un voyage pour relancer la coopération entre les deux pays, tenter de tourner la page d'une mémoire toujours blessée et traiter les dossiers brûlants du moment comme le Mali. Notre invité pour en parler ce soir, Vincent Jauvert, grand reporter au Nouvel Observateur. Voilà pour le programme du 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et on va débuter ce journal par, semble-t-il, une avancée qui se profile du côté de l'UMP. Alors que France Info affirme ce soir qu'un compromis entre Jean-François Copé et François Fillon pourrait intervenir dans les prochains jours, les cercles rapprochés des deux rivaux de la présidence de l'UMP déclarent le contraire. Mais la radio maintient, selon elle, Jean-François Copé aurait accepté de bouger sur la date d'un nouveau vote des militants. Il serait aussi favorable à une direction collégiale, mêlant copéistes, fillonistes et non alignés, et serait prêt également à lancer une réforme totale des statuts de l'UMP. Tout cela, bien sûr, est encore à vérifier. Dans l'actualité ce soir, le front syndical n'a pas résisté chez ArcelorMittal, alors que la CGT et Force ouvrière de Florange ont claqué la porte aujourd'hui en se disant trahis lors d'un comité d'entreprise avec la direction. Ce soir, les syndicats CFDT et CFE-CGC sont beaucoup moins sévères, vous allez le voir, sur l'accord conclu entre le sidérurgiste et l'État. Ils estiment que ce compromis contient des éléments positifs, même si des zones d'ombre persistent. De son côté, le PDG de Mittal affirmait ce matin dans le Figaro que l'accord est bon. Lakshmi Mittal promet aussi de trouver des solutions pour les 629 salariés concernés. Tous les détails avec Sophie Normand. Ils ne sont pas entièrement satisfaits mais restent sereins. Les syndicats CFE, CGC et CFDT disent avoir obtenu les garanties qu'ils souhaitaient. On a réussi à obtenir point par point les assurances que l'on voulait, notamment avec un échéancier précis pour la mise en œuvre des investissements, le traitement de chaque salarié pour que personne ne reste sur la touche, qu'il n'y ait aucun licenciement, qu'il n'y ait pas de PSE. Les débats ont été difficiles et très tendus. Moins d'une heure après le début de la réunion, la CGT et FO claquent la porte. Elle refuse l'accord conclu entre le gouvernement et le géant de l'acier. Pour Philippe Verbeek, délégué CGT de Florange, la direction continue tout bonnement de mener une politique de casse industrielle. L'acier est un besoin en France et en Europe, et donc nous avons besoin de conforter notre outil industriel. Et y compris sur le domaine social, nous avons une direction qui annonce un gel des augmentations générales de salaire en 2013, alors qu'ils viennent gracieusement pour l'année 2012 de livrer 1,2 milliard de dollars de dividendes aux actionnaires. Est-ce que ça, c'est cohérent? Est-ce qu'on peut comprendre des choses comme ça? C'est marcher complètement sur la tête. Ce matin, Lakshmi Mittal et ses salariés avaient déjà croisé le fer. Sur ce document publié par la CFDT, on peut lire que le site Mosellan est l'un des plus rentables de France. La direction crie au faux. Lakshmi Mittal contre-attaque dans les colonnes du Figaro. Il déclare que le compromis avec le gouvernement est juste et annonce une programmation de 180 millions d'euros d'investissement pour le site de Florange d'ici à 5 ans. Et puis, c'est définitif. Le Parlement a voté l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires dès 2013 pour ceux destinés aux bébés et début 2015 pour les autres. Le vote du Sénat permet ainsi à la France d'être à la pointe dans l'élimination d'un composant chimique qui est à la fois très répandu et dangereux. Mais vous allez le voir, le délai qui est laissé aux industriels fait toujours débat.
Flora Sauvage. Il est présent partout, dans les boîtes de conserve, les emballages alimentaires ou encore les canettes de soda. Le bisphénol A va être interdit dans les contenants alimentaires dès 2013 pour les produits à destination des bébés et début 2015 pour les produits destinés aux adultes. De nombreuses études ont démontré le caractère cancérigène de ce perturbateur endocrinien. Les élus écologistes au Sénat se félicitent de cette avancée. C'est une première mondiale et nous espérons bien que, d'une part, cette position française va influencer dans le bon sens l'Union européenne et qu'on pourra rapidement avoir des dispositions de ce type au plan européen et puis qu'on pourra montrer l'exemple. L'interdiction générale du bisphénol A dans les composants alimentaires a été fixée au 1er janvier 2015 après des débats animés. Certains sénateurs auraient aimé repousser la date d'interdiction au 1er juillet 2015. Il y a des recherches qui sont à faire, notamment pour les petites entreprises de conserve de notre pays, qui auront pour certaines beaucoup de mal à adapter le contenant, enfin la protection intérieure de la boîte au produit qui est à l'intérieur. Côté industriel, on dénonce la précipitation des pouvoirs publics, car il faut du temps pour tester les nouvelles résines sans bisphénol A. On doit tester ces résines avec les différents produits qui sont mis à l'intérieur. Ça demande des temps qui sont incompressibles. Le danger de ne pas effectuer ces tests, c'est d'avoir un problème et de ruiner l'image de marque et de notre industrie et de l'agroalimentaire française avec un problème qu'on va détecter dans 2 ou 3 ans. À travers cette loi, c'est le principe de précaution qui a prévalu. Pour la première fois, la France fait figure de pionnière en Europe et dans le monde. C'est un plan en 12 points pour lutter contre les déserts médicaux, Marisol Touraine, mais ce n'est pas dans ceux de ses prédécesseurs. Pour inciter les jeunes médecins à s'installer dans les territoires isolés et pour assurer les soins de proximité sans remettre en cause la liberté d'installation qui est chère aux médecins libéraux, le gouvernement opte pour la voie de l'incitation plutôt que de la coercition. Alors nous allons voir ce soir que les zones rurales ne sont pas les seules victimes du manque de médecins. Certaines villes également. C'est le cas d'Arcueil, c'est juste à la sortie de Paris. Regardez ce reportage de Fabrice Cunet. Philippe Marian est installé à Arcueil depuis 25 ans. Ici, en proche banlieue parisienne, ils ne sont plus que 10 médecins généralistes. 10 pour près de 20 000 habitants. Si on ne parle pas encore de désert médical, le constat est préoccupant. Quand même, globalement, on se débrouille. Je pense que ça va sans doute s'aggraver dans les années à venir. Certains d'entre nous vont commencer à prendre leur retraite. Donc je pense que le nombre de médecins va encore diminuer. Il n'y a a priori pas de raison de penser que des confrères vont s'installer. Ce n'est pas arrivé depuis pas mal de temps, donc je ne vois pas pourquoi maintenant ils s'installeraient. Pour Philippe Marian, la médecine libérale serait victime de son image. Trop contraignante, avec des rythmes de travail effrénés et un sentiment d'isolement parfois. Une des solutions, selon lui, le regroupement. Et je pense qu'on pourrait regrouper des petites maisons médicales avec, je ne sais pas, 3-4 généralistes, une infirmière, un kiné. Bon, il y a des formules à inventer quand même, mais pas forcément quelque chose de très lourd. Hein. Un tel projet de maison médicale est à l'étude à Arcueil. Encore faut-il que ces médecins acceptent d'appliquer des honoraires adaptés à ce bassin de population aux revenus modestes. Cette question est une question très importante. Je crois aussi que les dépassements d'honoraires exorbitants posent des difficultés pour un certain nombre de populations. Et du coup, peut-être que les médecins qui souhaitent s'installer en secteur 2 vont évidemment choisir les territoires où la question du coût du soin est beaucoup moins posée. Face à la pénurie de médecins, Arcueil s'appuie sur son centre municipal de santé. Coût de cette structure pluridisciplinaire, 300 000 € pour la ville, mais 10 000 patients suivis chaque année. Pour une ville de 20 000 habitants, il y a 10 généralistes, autant de spécialistes. C'est vraiment une offre médicale très importante qui garantit l'accès aux soins et à des soins de qualité, un parcours de santé pour les Arcueillais. Problème, de tels centres de santé ne pourront pas toujours compenser la diminution du nombre de médecins. Pour beaucoup de maires, il faudrait élever le nombre d'étudiants acceptés chaque année en médecine. Une solution à nouveau rejetée aujourd'hui par la ministre. Et retour sur le plateau du 22h avec Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Président de CAP et professeur à Sciences Po. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, 2 bonnes nouvelles pour l'Europe. C'est plutôt encourageant, même si le plus dur reste à faire. Il y a eu l'accord sur la surveillance des banques qui semblait inespéré il y a quelques jours. Il va donc se concrétiser à partir de 2014. Et puis l'aide accordée à la Grèce. Alors tout cela semble de bon augure pour le sommet qui s'est ouvert ce soir à Bruxelles.
De très bon augure, Oui. bien entendu. Alors d'abord, la question bancaire, quand même, c'est quelque chose sur lequel les Européens travaillent maintenant depuis 2 ou 3 ans. De quoi s'agit-il? Il s'agit de briser le lien qui existe entre la situation des banques et la situation des États dans lesquels elles existent. Quand, par exemple, la dette souveraine d'un pays s'effondre, parce qu'on n'a plus confiance en elle, la banque s'effondre parce qu'elle est bourrée de dettes publiques. Et comme la banque s'effondre, la dette publique elle-même s'effondre puisqu'il n'y a plus personne pour lui racheter de la dette publique. Je vous prends un exemple américain. L'une des plus grandes banques des États-Unis qui s'appelle Citigroup, qui est en très grande difficulté. Personne ne sait que son siège est en Caroline du Nord. La Caroline du Nord n'en a rien à faire que Citigroup soit en très grande difficulté. C'est ça qu'on veut faire. Et pour faire cela, justement, on va placer sous la responsabilité de la Banque centrale européenne la surveillance des banques, de façon à ce qu'on voit si elles ne font pas de sottises, quels sont leurs critères de gestion, comment elles se développent. Alors l'idée, dès le début, les Allemands étaient très réticents parce qu'elle ne voulait pas qu'on mette trop, Mme Merkel ne voulait pas trop qu'on mette notre nez ou le nez de la Banque centrale européenne à l'intérieur des banques allemandes. Donc il y a 6000 banques en Europe. En réalité, 150 à 200 simplement seront véritablement surveillées, ce qu'on appelle les plus grosses, les banques systémiques, celles qui sont susceptibles de faire le plus de dégâts possible. Ce qui fait que Mme Merkel sauve la plupart de ces banques parce qu'elles sont plutôt petites. Par exemple, il y a une caisse d'épargne à peu près sur 426 caisses d'épargne qui existent en Allemagne qui sera surveillée et une banque mutualiste sur à peu près 1 millier de banques mutualistes allemandes. Donc, elle arrive quand même, on a ménagé un peu la chèvre et le chou, mais il y a une avancée incontestable. Alors Jean-Louis, ce soir, ce sommet, c'est le dernier sommet de l'année. Est-ce qu'on peut faire ensemble un bilan de l'année écoulée, des décisions prises? On dira simplement que le bilan pour l'avancée des institutions européennes est incontestablement positif. 2012, c'est la ratification des traités européens, donc qui est le prélude à ce qu'on pourrait appeler une union budgétaire européenne. La ratification également du mécanisme européen de stabilité, qui non seulement porte secours aux États en difficulté, mais également aux banques qui sont en difficulté. C'est l'année où on a fini par accepter d'abandonner des créances de certains pays, notamment la Grèce va en profiter. Et aujourd'hui, vous l'avez dit juste à l'instant, l'aide à la Grèce est liée à l'abandon de 30 milliards d'euros de dette de la Grèce. Donc il y a des avancées. Cela dit, si on voit le verre à moitié vide, la conjoncture européenne est très mauvaise. Elle entre encore en récession. Ensuite, on voit bien, par exemple, sur l'affaire italienne, que tout repose sur une espèce d'homme providentiel qui s'appelle Mario Monti. Il suffit que Berlusconi montre le bout de son nez pour dire « Ah ben ça va très très mal ». Donc tout ça montre que ce n'est pas très stable, que ce n'est pas très solide. Mais incontestablement, on est parti sur une avancée institutionnelle importante en Europe. On va retenir les bonnes nouvelles. Merci Jean-Louis. Restez avec nous. Autre actualité, nous vous en parlions dans le 22h hier soir. C'est ce virage, ou plutôt ce changement de pied du président Hollande qui a entrouvert hier soir la porte à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes homosexuelles. Il délègue en fait la décision au Parlement et la voie se dégage ainsi pour un amendement favorable à la PMA. On écoute François Hollande. Si j'avais été favorable, je l'aurais fait intégrer dans le projet de loi. À ce stade, j'ai considéré que c'était le mariage et l'adoption. Et si le Parlement, et je crois qu'il y aura des propositions d'amendement, décide d'aller dans le sens de la procréation médicale assistée, le Parlement est souverain. Stéphane Rosas, on comprend que la balle est désormais dans le camp du Parlement. C'est la meilleure façon de ne pas trancher. En tout cas, c'est révélateur d'une façon de faire de François Hollande ou de la méthode du hollandisme. Finalement, le hollandisme, c'est à la fois le fond d'une politique, le réalisme, la social-démocratie, et puis une méthode qui est une méthode de toujours avancer par compromis, par rapport de force. Et là, on le voit bien, il y avait eu un engagement de la part de François Hollande sur le mariage pour tous. Et puis derrière le mariage pour tous, il y avait deux sujets. Il y avait l'adoption et la procréation médicalement assistée, permettant effectivement aux femmes de couples homosexuels, au travers de tout un tas de ressorts de mesures techniques sur la biologique, d'avoir une procréation assistée. Eh bien, François Hollande nous dit, pour des raisons de conviction, je renvoie la balle
aux parlementaires. En fait, on s'aperçoit de la chose suivante dans l'opinion. C'est que dès le départ, l'opinion a été tout à fait favorable à la question du mariage pour tous. Et peu à peu, les choses sont en train de bouger, sans doute parce que derrière la question du mariage, il y a la question de l'adoption et de la PMA. Donc on passe idéologiquement pour l'opinion d'un sujet sur l'égalité des droits en matière de mariage civil à la question des enfants, de l'adoption, de la PMA, et les choses deviennent plus compliquées. Il a compris qu'il y avait une crispation au sein de l'opinion, donc bien, il renvoie la balle au Parlement. La droite parle d'une dérobade. On pourrait dire de façon plus optimiste, puisqu'on a compris tout à l'heure que vous étiez toujours pour le verre à moitié plein et non pas au verre à moitié vide. On pourrait dire de façon plus optimiste que la conviction de François Hollande, mais il y a d'autres, par exemple, la sociologue Françoise Héritier, des personnalités, des intellectuels sur la PMA, peuvent être beaucoup plus hésitants. Et là, il y a une rencontre possible entre la conviction personnelle de François Hollande et puis un état de l'opinion. Mais on voit bien la méthode. Il ne dit pas, moi personnellement, comme président de la République, je dis non. Il renvoie la balle au Parlement, s'indique bien d'un certain point de vue sa façon de faire et sa méthode. Alors le risque de tout ça, on peut dire les choses avancent et ensuite il est démocrate. Il y a un risque, c'est que du coup l'opinion, contrairement à vous Sonia, ne retienne que le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. Bon, eh bien, on parlait tout à l'heure d'Arcelor. Revenons une seconde sur Arcelor. On voit bien les problèmes de méthode de ce type. C'est que pendant la présidentielle, les syndicalistes d'Arcelor pensaient que c'était plié. Et la façon de faire, qui dès le départ n'est pas d'une grande clarté, parce qu'il y a eu l'idée de nationalisation transitoire, semblerait dire que les socialistes se sont dérobés. Ce n'est que maintenant que des syndicalistes commencent à dire « mais finalement l'accord n'était pas si mal que ça ». Donc vous voyez, une méthode qui n'affiche pas clairement les choses subit toujours le risque finalement peut-être de mécontenter un peu tout le monde. Nous le verrons en tous les cas. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Restez également avec nous. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. C'est un avis sur le mariage pour tous qui risque d'alimenter le débat, celui de Dominique Baudis. Le défenseur des droits émet des doutes et pointe de nombreuses incertitudes juridiques dans le projet de loi qui pourrait porter préjudice aux enfants. En revanche, il a salué un projet mettant fin à des inégalités et des discriminations. Propulsé au cœur de l'actualité par le conflit UMP, Yannick Paternotte l'est cette fois pour ses déboires judiciaires. Le président de la commission des recours de l'UMP a été condamné aujourd'hui par le tribunal de Nanterre pour abus de faiblesse. En 2004, il a profité d'une donation suspecte d'une femme âgée de 91 ans de 210 000 euros. Il écope de 15 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité. L'ex-député du Val d'Oise va faire appel. Ils sont présents dans la plupart des pays européens et souvent stigmatisés comme une minorité délinquante. Les Roms sont mal intégrés en Europe. C'est ce que dénonce un rapport présenté aujourd'hui par le sénateur de la Seine-et-Marne, Michel Billoux. Pour améliorer leur situation, il propose notamment de renforcer la coordination entre les États membres. Alors je pense qu'il faut qu'il y ait une coordination de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne au niveau de Bruxelles. Et dans un souci d'efficacité, je pense que des accords bilatéraux, à partir du moment où on considère qu'il y a une difficulté spécifique à gérer la migration de population, comme les Roumains qui viennent en France, effectivement, on peut avoir, et c'est nécessaire, un dialogue entre l'État roumain et l'État français. Le sénateur communiste recommande également la mise en place de politiques nationales pour les Roms en matière d'emploi, d'éducation, de santé et de logement. Ils sont restés discrets pendant 2 ans, mais à l'approche d'un 3e Noël sans leurs proches, la famille de Daniel Larib, l'un des 4 otages d'Areva enlevés à Arlit au Niger en septembre 2010, ne tient plus. Elle a décidé de faire appel aux parlementaires et aux ministres en les inondant de lettres pour dénoncer une situation insupportable. C'est une visite d'État que le président français a préparée avec soin.
La semaine prochaine, les 19 et 20 décembre, François Hollande se rendra en Algérie. Un voyage pour relancer la coopération entre les deux pays, tenter de tourner la page d'une mémoire toujours blessée et traiter bien sûr les dossiers brûlants du moment, comme le Mali par exemple. On évoque tout cela avec notre invité ce soir, Vincent Jauvert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, grand reporter au service Monde du Nouvel Observateur. Avant d'évoquer l'enjeu et les attentes autour de cette visite, racontez-nous d'abord, vous en parlez dans votre article cette semaine, dans le Nouvel Observateur, article intitulé Hollande l'Algérien. Racontez-nous l'anecdote autour de la rencontre, c'était en 2010 je crois, entre Ahmed Ben Bella, premier président de la République algérienne, et François Hollande, à l'époque candidat aux primaires. Alors c'est en décembre 2010, donc il y a exactement 2 ans. Hollande avait besoin de se montrer à l'étranger. Il était candidat mais très mal placé et son entourage lui a dit écoute, ça serait bien que tu voyages à l'étranger. Et il décide d'aller en Algérie parce qu'il avait fait un stage là-bas, il était déjà allé avant. Et ils n'arrivent pas à monter grand-chose. Bouteflika ne veut pas le voir parce qu'il ne veut pas embêter Sarkozy, le Premier ministre non plus. Et par chance, le conseiller, le chef de cabinet de François Hollande, M. Lamdaoui, connaît la fille d'Ahmed Ben Bella, premier président de la République algérienne, grande figure, et donc ils arrivent à monter cette rencontre. Et ça se passe très bien. Ben Bella leur raconte, il découvre qu'il était joueur de foot professionnel à l'OM dans les années 50, ce que tout le monde ignorait. Donc évidemment, François Hollande adore ça, lui qui adore tant le foot. Et Ben Bella comprend bien qu'Hollande était en position très désagréable, pas facile encore en France, en tant que candidat. Et en partant, il lui dit, vous savez, Monsieur Hollande, ne vous inquiétez pas, je porte bonheur à tous ceux qui viennent me voir. C'est vérifié. Et quelques semaines après, François Hollande passait devant Martine Aubry chez les socialistes. Alors, Hollande l'Algérien, c'est le titre de votre article. Il est surnommé ainsi du fait de ses voyages nombreux et de son cercle rapproché qui est composé, on va voir de nombreuses photos de franco-algériens ou en tout cas de personnalités qui sont proches de l'Algérie. Vous avez cité Fawzi Lamdaoui. Il y a aussi le ministre délégué aux anciens combattants, Kader Arif. Il y a son ami et grand historien de la guerre, Benjamin Stora. Il y a Yamina Benguigui, ministre en charge de la francophonie, et d'autres. Même le ministre Arnaud Montebourg, qui se définit comme un enfant de la France-Algérie. C'est vraiment un cercle autour de lui. Oui, en fait, les Algériens insistent beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'il a quelques copains comme ça autour de lui. Je pense que le plus important, c'est que ce sont ces quelques copains qui ont organisé les voyages de 2006 et 2010 qui ont été importants pour lui. Et c'est vrai que M. Lamdaoui, qui est son chef de cabinet, a joué un rôle. Mais il ne faut pas non plus aller au-delà de cela. Par exemple, Mme Benguigui n'était pas une de ses proches. Elle a été nommée là parce qu'elle était proche du maire de Paris. Et quant à du ministre du redressement productif, oui, c'était pas non plus un de ses proches. Et on va rappeler que c'est surtout Laurent Fabius qui a préparé ce voyage puisqu'il s'est rendu sur place. Alors l'enjeu maintenant, Vincent Jauvert, l'enjeu est d'abord politique, mémoriel avant d'être économique. Ah oui, c'est sûr. D'abord parce que François Hollande le conçoit comme un voyage politique et beaucoup comme un voyage politique intérieur. C'est une des rares occasions en ce moment de se présenter, s'il y réussit, comme le président de tous les Français. C'est-à-dire à la fois des harkis ou des héritiers des harkis, comme des combattants du FLN ou des fils du combattant du FLN qui pourraient vivre en France. Et également des pieds noirs, D'ailleurs, il a un discours qui est prévu devant les deux chambres du Parlement algérien. Ça ne va pas être facile de trouver les mots justes pour concilier tous les publics dont vous parlez. C'est ce qu'il a dit au cours d'une réunion qu'il a organisée à l'Élysée, un déjeuner avec des spécialistes de l'Algérie. Pour préparer ce discours, il leur a dit « Mon problème va être de trouver les mots justes pour tous les publics », sachant que quand même l'acte fort de ce voyage-là va être la visite sur la place de M. Audin, Maurice Audin, qui était, vous le savez, le militant anticolonialiste tué par les services français. C'est donc au moment où François Mitterrand a été ministre de la Justice, c'est donc quand même un acte fort. Oui, on a compris donc déplacement éminemment politique. Jean-Luc Gombault, il y a toujours aussi un aspect économique de coopération entre les deux pays. De quoi il pourrait être question? De certains contrats? D'après les dossiers qu'on a, il n'est pas question de grand-chose en réalité, mis à part la question de Renault, mais c'est un accord qui est signé déjà, qui est négocié déjà depuis au moins 2 ans, donc une usine Renault Dacia, en réalité, donc low cost près d'Oran. En réalité, la coopération
et le COP franco-algérienne ne marche pas depuis des années et des années. La réalité, c'est celle-là. Et pour des raisons qui tiennent aux deux pays, du reste. D'abord parce qu'il n'y a pas de croissance ni en Algérie, puisque la croissance est très faible actuellement, 2%, quand vous regardez le Maroc qui va beaucoup plus vite que l'Algérie. L'Algérie est centrée uniquement sur les hydrocarbures, elle ne s'industrialise pas, là on pourrait faire des choses avec elle, et donc visiblement ça ne se passe pas. Et la France est de plus en plus tournée vers l'Europe. De plus en plus vers l'Europe. Et en réalité, tous ces pays, elle est en train de lui tourner le dos, mine de rien. Et la caractéristique de l'année 2012, ça sera quoi? Ça sera que la Chine passe cette année, en 2012, devant la France en matière de relations commerciales. D'accord. Justement, Vincent Jauvert, on revient. Donc, on a compris l'aspect économique. Sur l'aspect politique, François Hollande a été le premier chef d'État à reconnaître je cite, la sanglante répression du 17 octobre 1961. Du côté algérien, on imagine qu'il y a beaucoup d'attentes. Comment ce voyage est perçu? Comment il est attendu? Il a été extrêmement attendu au début. Quand François Hollande a été élu, vraiment, il a été accueilli comme anti-Sarkozy d'abord, magnifiquement, et ensuite, du fait de ce qu'on a dit tout à l'heure, vraiment bien. Aujourd'hui, on est plus prudent. François Hollande a fait très attention. Il se garde sur le côté marocain, il se garde sur la mémoire, il fait attention. Donc les Algériens ont compris qu'il n'aurait pas grand-chose. D'autant plus que dans le cas de Renault, si j'ai bien compris, il n'y aura pas de contrat, si j'ai bien compris, signé, parce que Florange. Parce qu'on ne va pas annoncer qu'on délocalise en Algérie aujourd'hui. Et donc nous verrons tout cela. Ce voyage est prévu le 19 et 20 décembre prochain. Merci beaucoup. Restez avec nous. Alors messieurs, on va clore à présent ce journal comme chaque jeudi dorénavant avec la semaine animée et croquée. Vous allez la découvrir, Vincent Jauvert, avec notre dessinateur Hervé Baudry. Je vous demanderai de regarder bien les dessins, les caricatures pour en choisir un, celui qui vous interpelle, messieurs. Regardez. Voilà pour la belle semaine croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Alors, tour de table, Jean-Louis Gombault, votre choix, votre coup de cœur. Le fugitif. De Depardieu. Il a pris le fugitif, moi je vais dire c'est DSK Diallo, parce que c'est la fin d'une épreuve judiciaire pour Dominique Strauss-Kahn, mais c'est sa fin politique. Parce que pour les Français, sortir d'une fin judiciaire par autant d'argent est quelque chose qui n'est véritablement pas dans notre tradition. Jean-Louis, pourquoi le fugitif? Pardon? Pourquoi le fugitif? Pourquoi votre choix? Parce que c'est la chose que je trouve la plus écœurante que j'ai vue cette semaine. Vincent Jauvert. Moi, je vais prendre le prix Nobel d'économie. Vous remarquez d'ailleurs que tous les trois, on a choisi des sujets d'argent. On a remarqué. Hein. Merci beaucoup. Vous ne me demandez pas mon avis, mais j'aurais choisi aussi le fugitif. Comme vous, Jean-Louis, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle soirée et à lundi avec plaisir. Les gens pensent que on va sauver le Mont-Saint-Michel, mais on le sauve de quoi? Vous aurez du mal à rencontrer des personnes qui mettent en cause le projet de rétablissement du caractère maritime. C'est une horreur. On fait que ça, on fait Moi, ça je dis sincèrement, c'est une horreur. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On
crains une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. Vous avez qu'à laisser tel que c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. Le voici, qui trône à l'entrée de la baie. Un joyau dans son écrin, la merveille de l'Occident. Le mont Saint-Michel. À l'origine, un simple îlot posé dans une grande plaine sablonneuse, au sommet duquel fut construite en 709 une abbaye en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Destination de pèlerinage depuis, le mont est aujourd'hui un haut lieu du tourisme mondial, classé au patrimoine de l'UNESCO, aimé de tous, fréquenté chaque année par des millions de visiteurs. Depuis toujours, il a fallu rendre possible l'accès du public au mont Saint-Michel, cet appendice terrestre fragilement arrimé au continent. Au printemps de cette année, les conditions d'accès, qui étaient restées les mêmes pendant un siècle, ont été entièrement transformées. Il faut désormais passer par différentes étapes pour parvenir jusqu'au rocher. La première, se garer dans un parking depuis lequel commence une marche. Oula, 40 minutes à pied. Bon ben, je vais prendre la navette, hein. Ah, encore 200 mètres. Me voilà dans la navette pour 2 km. Une fois la navette repartie, vous voilà au pied du mont, ou presque. Encore 300 mètres et vous y êtes. Maintenant, le parking, c'est très loin. Avec le arrêt de navette, il faut marcher 15 à 20 minutes de parking. Il y a 2 ans, moi je suis venue, j'ai fait la traversée du Mont-Saint-Michel, je me suis régalée, je suis venue avec ma voiture et tout, là, celle-là, j'ai pu me garer, j'ai pu faire tout ça. Là vraiment, c'est la cata. Moi je dis, c'est la cata. Ce qu'expérimentent aujourd'hui les nombreux touristes qui se rendent au Mont-Saint-Michel est le fruit d'un projet mis en route en 1995, en pleine campagne présidentielle. Et tandis que Lionel Jospin visitait, on l'a vu il y a un instant, les châteaux de la Loire, Édouard Balladur, lui, était au Mont-Saint-Michel pour prendre un bon bol d'air, mais aussi et surtout pour développer son programme en matière de défense de l'environnement. Reportage José Blanc-Lapierre et Arnaud Le Goff. Quand Édouard Balladur parle du Mont-Saint-Michel, il cite Maupassant, un colosse de dentelle, un bijou de granit. Mais le monument le plus visité de France s'enlise, prisonnier des sables. Et depuis 20 ans, aucun projet pour le sauver n'a pu voir le jour. Alors aujourd'hui, la décision vient d'être prise. 550 millions de francs seront consacrés à des travaux pour rendre le Mont-Saint-Michel à la mer. Si on avait tout laissé faire, dans 50 ans, ça devenait une presqu'île, ça n'était plus une île. Eh bien voilà, c'est ça la politique de l'environnement. C'est de respecter à la fois les intérêts économiques des hommes et des femmes et en même temps préserver le cadre naturel et l'histoire de notre pays. Et l'histoire, je le répète, le Mont-Saint-Michel, c'est une part de l'âme et de l'histoire de la France. Il fallait absolument le sauver. Selon les spécialistes, il y a une cause principale à l'ensablement du Mont-Saint-Michel, la présence d'une digue-route qui le relie au continent. Fin connaisseur de l'histoire du mont, Henri Decans nous explique que pour le relier à la terre et y accueillir un public toujours plus nombreux, les solutions trouvées ont toujours dû s'adapter aux conditions particulières du site. Au cours des siècles, le mont a été à la fois un centre de pèlerinage et une abbaye bénédictine. L'historien. Les pèlerins arrivaient à pied à marée basse car il n'y avait pas de digue. Mais au milieu du 19e siècle, on souhaitait récupérer un certain nombre de polders parce que les sédiments de la baie sont extrêmement riches pour certaines cultures. Et on a donc, pour accélérer la sédimentation, construit des digues et notamment en 1878-79, la digue insubmersible qui permet de venir au mont. Ça a facilité le développement des pèlerinages du 19e siècle, mais ça a aussi facilité l'essor du tourisme. Et à partir de 1901, on va construire sur la digue un petit tramway à vapeur qui va relier Pontorson et le Mont-Saint-Michel. À chaque fois qu'un tramway à vapeur arrivait, il y avait près de 1000 personnes qui pouvaient débarquer au mont.
Et puis, peu à peu, le tramway a été remplacé par la voiture automobile et le parking. C'était des parkings qui étaient recouverts par la mer, à marée haute. Donc des parkings qui étaient submersibles. C'est ce spectacle d'un parking sauvage au pied du mont que les visiteurs ont connu au cours des dernières décennies. Jusqu'à 4000 véhicules pouvaient stationner sur la Tangue, le sable de la baie. Tout cela a pris fin le 28 avril 2012, année du changement, et date à laquelle on a définitivement coupé l'accès de la digue aux voitures. Au terme du projet prévu pour l'été 2014, elle sera détruite pour être remplacée par un pont-passerelle actuellement en construction. Le parking, lui, a été déplacé à 3 km au sud. Après 10 années consacrées à de nombreuses études, la phase opérationnelle des travaux a commencé en 2005. Un projet dont le budget global s'élève à 200 millions d'euros. C'est Laurent Beauvais qui, en qualité de président de la région Basse-Normandie, dirige depuis 2008 le syndicat mixte de la baie, qui gère l'ensemble des travaux. C'est un projet qui va loin dans le passé. Le grand chef. Le syndicat mixte, composé uniquement de collectivités, a été chargé d'un certain nombre de travaux, maîtrise d'ouvrage, mais à l'époque, arrêtant l'enveloppe budgétaire, une décision importante a été prise aussi de confier par la voie d'une délégation de service public la réalisation d'une partie des ouvrages et d'une fonction extrêmement importante qui est la fonction d'acheminement des touristes vers le Mont-Saint-Michel. C'est donc Veolia Transdev qui s'est vu confier en 2009 la construction d'un gigantesque parking de 450 000 m² et 4 000 places. Cette société privée, filiale de Veolia, est aussi chargée de l'organisation et de l'exploitation du système des navettes. Système double qui compte 5 montoises, réservées aux montois et employés du Mont, et 6 passeurs, réservés aux touristes. Le cahier des charges que le syndicat a eu, puisque c'est quand même le syndicat qui porte la réalisation des travaux, comprenait notamment le fait que nous ne pouvions pas interrompre l'accès des touristes au Mont-Saint-Michel. Donc la conception de ces travaux s'est faite de telle façon que aujourd'hui, continuellement, les touristes, même si le mode d'accès a changé, les touristes continuent à avoir accès au Mont-Saint-Michel. Et on voit par exemple la cohabitation de la digue actuelle, très ancienne, et d'un pont passerelle qui est en train de se réaliser à côté, en parallèle. Et il y aura un jour, avant l'été ou l'automne 2014, la digue sera fermée et le trafic passera sur le pont passerelle et nous pourrons ensuite démolir la digue pour que l'eau passe sous le pont passerelle. C'est un projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Et c'est un petit peu l'image du Mont-Saint-Michel au péril de la mer. Les pèlerins, autrefois, ils prenaient des risques pour venir au Mont-Saint-Michel. Et je crois que c'est une bonne chose de faire en sorte que la mer entoure plus souvent le mont. Pour rendre au Mont-Saint-Michel son caractère maritime, il faut se rendre maître de la mer et des marées. C'est pourquoi la première pierre à l'édifice des grands travaux fut le barrage, construit entre 2006 et 2009. Cet ouvrage de béton et d'acier est la clé de voûte de la révolution hydraulique que propose le projet. La finalité du projet, en fait, est d'abaisser les fonds aux abords du mont pour que sur une année, on ait beaucoup plus de marées hautes qui entourent le mont. L'ingénieur. Ce barrage est très particulier dans le sens où c'est vraiment un prototype. Il a été construit vraiment pour cette opération. Donc c'est un ouvrage d'art qui a déjà la particularité d'être ouvert au public. Il a vraiment été conçu pour avoir dans la partie amont la partie technique, donc avec une vue plus sur la rivière Couesnon, sur les vérins, sur les vannes, etc. Et sur la partie aval, en fait, il offre une vue unique sur le Mont-Saint-Michel. Ce nouveau barrage va recréer en fait artificiellement des lâchers d'eau pour redonner au Couesnon son pouvoir érosif qu'il a connu avant l'ancien barrage, puisque avant l'ancien barrage, la mer s'engouffrait dans le Couesnon et à marée descendante, on avait des débits qui étaient très importants dans le fleuve. Donc ce barrage va réguler ces débits et va redonner au Couesnon une force pour éroder les fonds aux abords du Mont-Saint-Michel. Alors si par hasard ce soir, on revient à minuit et demi, si on a un gros problème. La hauteur d'eau dans la baie au-dessus de vos têtes sera de 10,10 m. Il va pas faire chaud, puis ça va être profond surtout.
Stéphane Guénaud aime et fréquente la baie depuis son plus jeune âge. Il y organise des randonnées depuis presque 20 ans. Est-ce qu'on pourra toujours traverser la baie dans 2 ans et demi? C'est vrai qu'on est complètement dans le flou. Le randonneur. Alors l'inconvénient des lâchers d'eau, c'est que bien la durée actuellement, on dit c'est environ 2-3 heures de lâcher d'eau. Mais par contre, on n'est pas au maximum des capacités du barrage. Et quand on sera à un maximum, d'après les responsables du barrage, on va être aux alentours de 5 heures. Donc il faut savoir qu'une traversée, c'est 6 heures, le temps de la marée basse. Donc vous comprenez donc la difficulté ensuite d'organiser les traversées tout en évitant le lâcher d'eau. Donc par rapport à l'ensablement de la baie, on parle des travaux, mais il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, la baie sans sable. Alors déjà, je vais faire une carte de la région. Donc ici, on va mettre le Cotentin, Cherbourg. Ensuite, on va vers Caen. Là, la baie du Mont-Saint-Michel. Ouais. Bon, la Bretagne, on va assez vite, c'est pas très intéressant. Voilà. Alors, on va revenir à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'ensablement de la baie. Donc, que nous disent, on va dire, les promoteurs du projet? Ils nous disent que la digue, longue de 2 km, est responsable de l'ensablement de la baie. Ben non. Alors, si on prend une moyenne, bien sûr, la mer monte en moyenne à 4-5 km/h. Il y a un moment d'étale, et ensuite elle repart. Mais on a remarqué qu'elle repartait moins rapidement, à 2 km/h environ. Donc progressivement, eh bien, la baie s'est comblée. Et aujourd'hui, on est arrivé au point de voir le Mont-Saint-Michel pris par les sables. D'accord? À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensablement de la baie? C'est un phénomène naturel. Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi on désensable le Mont-Saint-Michel alors? Si c'est un phénomène naturel. Voilà, donc en définitive la réponse c'est pour la carte postale. Parce qu'on pense que s'il n'y a pas d'eau autour du Mont-Saint-Michel, il y aura moins de touristes. Ah, les touristes. Le Mont-Saint-Michel en attire chaque année presque 3 millions. C'est le 2e site le plus visité de France. En pleine saison, ce sont jusqu'à 20 000 visiteurs par jour qui prennent le rocher d'assaut pour une durée de visite moyenne de 3h30. Un quart des visiteurs sont étrangers et une famille y dépense en moyenne autour de 55 €. Depuis cet été, les acteurs économiques et culturels du site accusent une baisse d'environ 20% de la fréquentation, que beaucoup attribuent au grand chamboulement engendré par le projet. Si cette baisse a affecté l'ensemble de la France, elle installe malgré tout un climat d'inquiétude parmi ceux qui, sur le mont, vivent du tourisme. Perchée au sommet du rocher, l'abbaye est la première à s'en inquiéter. Ces premiers mois ont été des mois de baisse de la fréquentation pour l'abbaye du Mont-Saint-Michel. L'administrateur. Cette baisse de fréquentation, évidemment, n'est pas neutre pour le Centre des Monuments Nationaux. On ne peut pas occulter le fait que, budgétairement, ça peut nous poser des problèmes. Nous sommes dans un système de péréquation. Ces 5 monuments sur 96 qui sont excédentaires au Centre des Monuments Nationaux, et ces 5 monuments permettent aux monuments déficitaires, les 90 autres, de rester ouverts. Donc une baisse de fréquentation sur un monument aussi fréquenté qu'ici n'est pas neutre. Nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics qui gèrent les nouvelles conditions d'accès depuis longtemps sur ce sujet, et je suis persuadé qu'ils comprennent très bien l'enjeu que ça constitue pour nous. Alors si les visiteurs hésitent aujourd'hui à gravir les 374 marches qui mènent à l'abbaye, cela voudrait-il dire qu'ils en ont déjà plein les pattes? Petit rappel de ce qu'entraîne la nouvelle organisation pour le touriste. On arrive en voiture au parking situé à 3 km du mont. Une fois garé, il faut marcher une première fois 950 mètres au bord ou au milieu de la caserne, jusqu'à la place des Navettes. On monte alors dans les passeurs, qui roulent 2 km en va-et-vient à raison d'un départ toutes les minutes 30. On est ensuite déposé au bout de la digue-route, où il faut encore parcourir à pied les derniers 350 mètres pour enfin arriver aux portes du mont. Et une fois la visite terminée, c'est le même parcours dans l'autre sens. Immanquablement, cela ne fait pas que des heureux. Le parking est atroce. Le chauffeur danois. Les gens sont fatigués, irrités. Certains sont très en colère contre les conditions d'accès. Il n'y a aucun endroit où s'asseoir, pas de toilette, rien. J'ai envisagé un moment de dire à ma compagnie que je ne viendrai plus ici, parce que c'est trop difficile pour notre clientèle.
Difficile, peut-être, mais a-t-il jamais vraiment été simple de parvenir jusqu'au Mont-Saint-Michel? Éric Vanier, le maire, se souvient de ce que voulait dire venir au Mont avant le 28 avril 2012. C'est mon 4e mandat, donc le premier je l'ai fait en 1983. Le maire. Quand ils arrivaient, souvent ils sortaient d'embouteillage, ils marchaient dans un parking plutôt boueux, ils avaient, comme vue du Mont-Saint-Michel, un grand parking, des cars, des camping-cars, enfin tout ça, et ils arrivaient donc un petit peu, je dirais, un peu excédés. Aujourd'hui, ils arrivent dans un parking accueillant, bon, ils marchent un peu, ils ont des navettes, un système qui marche quand même parfaitement bien, et ils arrivent dans un nouveau Mont-Saint-Michel, plus silencieux, plus respectueux. Alors moi je suis venue enfant, donc j'ai le souvenir effectivement de pouvoir m'approcher en voiture assez près. Maintenant moi ça me gêne absolument pas ces aménagements, je trouve ça plus agréable d'avoir un Mont-Saint-Michel un petit peu plus comme dans un écrin en fait, un peu protégé. Je trouve que ça lui donne encore plus de valeur. Les personnes qui se plaignent ont parfois la mémoire courte, c'est qu'avant, en moyenne, en saison, les gens marchaient, en étant garés sur le parking maritime, environ 1,2 km. C'est le point, une étude très précise avait été faite au moment de ce grand projet pour justement savoir jusqu'à combien de mètres, de centaines, voire de kilomètres, les gens étaient habitués de marcher au Mont-Saint-Michel pour ne pas faire une trop grande différence à ce niveau-là. 1,2 km à l'aller, 1,2 km en retour, on est exactement dans les mêmes ordres de distance qu'aujourd'hui. En fait, cette étude a établi que le départ des navettes au nord allonge la distance de marche moyenne du visiteur d'environ 1 km. Ce point précis continue d'alimenter la polémique, mais aussi les réflexions du syndicat mixte qui étudie la possibilité de l'amender. Dans les arbitrages que nous avons pris, en choisissant de démarrer au nord, nous choisissions aussi un tarif, 8,50 € le véhicule dans le parking, la navette gratuite, qui restait, comparé à ces 6 €, une augmentation, certes, et on le regrette, mais en même temps un tarif, comparé à d'autres sites ailleurs en France, qui restait très en deçà de ce qui se pratique ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un parking à 8,50 €. Demain, au minimum, si nous allons au sud, c'est un parking à 12,50 € et je dis même que très rapidement, l'équilibre économique se fera à 14 €. 14 €, c'est dissuasif. De toute façon, dans ce modèle économique, Veolia considère dès aujourd'hui qu'il y aura une perte de volume de visiteurs entre 5 et 10%, qui viendrait s'ajouter à la perte de visiteurs de cette année. C'est insupportable pour l'économie locale. La florissante économie locale dont parle M. Vanier, il en est justement un des 3 principaux acteurs. Le maire du Mont est aussi le PDG du groupe La Mer Poulard, qui possède près de la moitié des commerces du Mont intramuros et de nombreuses chambres d'hôtel et de restaurants, dont certains se trouvent au lieu-dit La Caserne. La caserne est devenue au cours des dernières décennies une zone commerciale tampon qui concentre une part de l'activité de consommation des touristes et participe à la régulation du flux de leurs déplacements. Aujourd'hui, les visiteurs ne la traversent plus en voiture, mais à pied. Pour le groupe L'Assaut des Tours, qui détient la majorité des hôtels et restaurants qui s'y trouvent, la nouvelle installation ne constitue pas un véritable manque à gagner. L'allongement de la distance entre le parking et le rocher a en revanche des conséquences plus concrètes pour les affaires du site intramuros. Les 40 chambres et 800 places de restaurant dont s'occupe Patrick Gaulois sont toutes sur le Mont, et pour lui, le nouveau parcours qui mène jusqu'à ces établissements est la source de quelques inquiétudes. Le but premier, c'est d'arriver au Mont-Saint-Michel, c'est pas de rester dans la caserne. L'aubergiste. Qu'on ait fait des parcs attractifs, etc., tout autour du Mont-Saint-Michel, dans une zone de 25 km, c'est très bien. Mais le but premier reste et restera le site intramuros du Mont-Saint-Michel avec son abbaye. Et c'est pour ça que les gens y viennent. Si demain, les parkings même payants, sont avec un départ au sud, les gens viendront nous voir. Ils viendront nous voir, et ça, je peux vous le garantir. Lorsque vous discutez avec les gens de l'extérieur, ils vous disent « on nous a volé le Mont-Saint-Michel, on ne peut plus y accéder ». Bien sûr qu'ils peuvent y accéder, mais il faut voir à quelles conditions. Voilà. Alors revenons à des choses plus terre-à-terre et plus sérieuses.
les contraintes posées par le projet collectif public de rétablissement du caractère maritime, ces contraintes sont venues percuter un peu des intérêts, entre guillemets, économiques, qui étaient des intérêts qui se développaient parce que jusqu'alors, rien n'avait été fait pour organiser les choses et rien n'avait été fait pour dire attention, quand en plus, ces mêmes partenaires économiques sont des acteurs de la vie politique locale, pour certains, les choses sont encore plus difficiles. S'il avait fallu que j'attende sa finalisation pour pouvoir développer mes entreprises par rapport à des stratégies, j'aurais terminé ma vie, je dirais, comme je l'ai commencé, c'est-à-dire avec pas grand-chose. J'ai construit ma vie professionnelle d'un côté, j'ai donné au service public, je dirais, du Mont-Saint-Michel ma part, comme d'autres, comme bien d'autres. Et je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Donc c'est un mauvais process. Et là encore, ce n'est pas à la hauteur de l'ambition du projet. Les travaux de ces dernières années ont eu pour conséquence l'éloignement du parking et des navettes, mais pas seulement. Construire le nouveau parking en amont de la caserne et en confier l'exploitation à une société privée impliquait d'interdire son accès aux voitures. La route qui auparavant traversait le lieu-dit jusqu'au mont est aujourd'hui fermée par une barrière. Hormis quelques exceptions, il faut désormais payer pour la franchir. On va passer de la zone libre à la zone occupée. On va tenter tout au moins de franchir la ligne. Ce n'est pas gagné, vous allez voir. Bonjour. Oui, bonjour, je voudrais aller déjeuner à la caserne. Est-ce que vous avez un code? Non, j'ai pas de code de réservation parce que j'ai pas encore choisi mon établissement. Vous pouvez pas m'ouvrir, il faut que j'aille sur le parking payant alors. Il faut uniquement des réservations, donc il faut... D'accord, il faut que je paye 8,50 € donc pour accéder à la caserne. Non, non, mais je tenais à vous le faire préciser, c'est tout, il n'y a pas de problème, monsieur. L'empêcheur de tourner en rond. C'est la première fois que l'on voit ça en France, d'instaurer un péage pour entrer dans une commune. Les communes sont toutes libres d'accès, sauf certaines communes qui ont fait des zones piétonnes. Mais ce sont des districts, ce sont des petites parties. Ici, on a bloqué 3 communes, parce que nous sommes sur le territoire du Mont-Saint-Michel, derrière moi. Nous sommes ici à Beauvoir et un petit peu plus loin à Ardevon. Philippe Catonnet est le prolifique auteur d'un blog où il expose ses arguments et ceux des nombreux autres opposants au projet. Il est aussi un membre actif de l'Association pour un libre choix d'accès au Mont-Saint-Michel, qui regroupe Montois, riverains et commerçants. Sur les 3 millions de visiteurs par an, les chiffres de fréquentation ont prouvé que c'était 500 000 riverains de la Manche et de l'Île-et-Vilaine qui se rendaient régulièrement au Mont-Saint-Michel. C'est des visites en famille. Les locaux venaient le soir, gratuitement à partir de 19 h. Ils pouvaient donc faire un tour de rempart, aller manger une crêpe, se promener librement dans leur patrimoine. Aujourd'hui, ils en sont privés de ce droit. Ce que nous demandons, c'est que le passage soit libre pour ceux qui ont réservé dans les hôtels et les restaurants, que Veolia attribue des codes gratuits et non plus des codes payants, parce que ce code payant, c'est un octroi. Nous revenons au Moyen-Âge et on fait payer le transport des biens et des personnes. Ici, on ne vous dira pas le contraire. Depuis avril 2012, le mont est plutôt vide le soir. Les habitants de la baie, adeptes des visites de proximité, sont aussi les plus directement concernés par les récents changements. Pour certains, le mont est une ressource économique directe et pour tous, il est l'objet d'un fort attachement sentimental, fait de souvenirs et d'habitudes. Le Mont Saint-Michel appartient, je vais dire, à tous les Normands. C'est quelque chose qui fait partie de notre paysage quotidien. On a l'habitude de le voir. Enfin, moi, j'ai fait mes premiers pas sur les grèves. Et c'est vrai, on a l'impression qu'on nous en éloigne. Les gens de la baie. Nous sommes allés avec ma fille à vélo, mais on a trouvé ça très désagréable parce qu'arrivé au pied du mont, on nous a demandé on nous a dit que les vélos étaient interdits. Alors premièrement, on n'avait pas vu déjà le panneau, puisque sur la route, il n'y a pas de panneau interdiction vélo. L'accès des vélos a été un sujet que nous avons traité, que nous continuons à traiter. Il est probable que ceux qui, au début des années 90, ont décidé de transférer le parking n'ont pas complètement intégré ce fait de société aujourd'hui qui est l'usage des vélos.
je me suis heurté à des difficultés particulières. Des difficultés liées, par exemple, à des règlements ou à des exigences que les commissions des sites ou que les commissions des monuments historiques ont mis quant à la possibilité éventuelle d'un parking à vélo au pied du Mont-Saint-Michel. Voilà, on nous a dit non, c'est pas possible, parce que environnement, parce que respect du paysage, par respect du monument. Pour ceux qui vivent du loisir équestre dans la baie, l'enjeu est cette fois économique. Les randonnées sur la baie du Mont-Saint-Michel représentent 60% de notre chiffre d'affaires. Et l'on voudrait nous interdire le stationnement des chevaux au Mont-Saint-Michel. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. Et on nous interdit à l'avenir d'utiliser le pont passerelle. Lorsque le pont passerelle sera en activité, la digue sera détruite. Elle devrait d'ailleurs l'être en partie très prochainement. Et c'est pour ça, les demandes que j'ai actuellement par des agences allemandes et japonaises, je ne sais pas comment y répondre. Vais-je pouvoir continuer? Je n'en sais rien. C'est un très grave problème. Inévitablement, ce sentiment de dépossession, je le comprends, il faut que d'autres habitudes se prennent, d'autres modes dans l'accès, des comportements changent, car si nous n'avions rien fait, je pense qu'un jour ou l'autre, nous aurions eu de vraies difficultés et que peut-être les dégâts auraient été plus importants dans 10 ans, dans 15 ans. Dans certains quartiers, immeubles vétustes et insalubres, un ensemble urbain magnifique. On craint une pollution nouvelle. 120 logements ont été démolis. Depuis 13 ans, on a fait pétition sur pétition. J'avais qu'à laisser tel que c'était, c'est de l'argent foutu en l'air. Le pont sera terminé dans moins de 2 ans. C'est fini, c'est une page qui va être tournée. Il n'y a jamais eu aucune concertation. Tous les dysfonctionnements de la société urbaine. Besoin de renouveau. C'est vrai que je ne m'exhibe pas. Je reste moi-même. C'est ma force. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je suis. Je n'aime pas les honneurs, les protocoles, les palais. Je revendique une simplicité qui n'est pas une retenue, mais la marque de l'authentique autorité. Ça, c'était François Hollande vu par lui-même. Mais qui est vraiment cet homme qui a conquis le pouvoir sur le thème de la normalité? Est-il si simple que ça? Se montre-t-il vraiment en permanence tel qu'il est? Et que nous disent sur lui ses premiers mois à l'Élysée? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, le moi et le surmoi du locataire de l'Élysée. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est samedi à 23h45 sur Public Sénat. Un jeune sur 5 est pauvre, 46% des jeunes non diplômés sont au chômage. Ce sont les chiffres noirs publiés cette semaine. Mais qu'en est-il d'une jeunesse un peu particulière, d'une jeunesse dont on parle assez peu, qui est discrète et travailleuse, une jeunesse rurale et agricole, une jeunesse en jachère? C'est le thème du docu et du débat de la semaine sur Public Sénat. Le débat, présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10h sur Public Sénat. Land belongs to the state, and that individual peasants have use rights. The change that has occurred in the last 6-7 years has been the large-scale investments given out to investors, both domestic investors as well as foreign investors. So if this continues, large-scale investors will control predominant portion of the land in the country.
Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Dans cette salle des marchés, on achète et vend les marchandises agricoles du pays. Café, sésame, maïs, blé. En l'espace de 20 ans, l'Éthiopie et ses 80 millions d'habitants a triplé sa production et vit un petit miracle économique. Une croissance à 2 chiffres dopée par l'arrivée d'investisseurs étrangers qui se bousculent pour s'accaparer la terre, l'une des plus fertiles du continent africain. L'Éthiopie est devenue le nouveau grenier à céréales des pays riches. À 700 km à l'ouest d'Addis Abeba, Gambela,